Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la 100% électrique NIO ET5 dans sa version break appelée Touring. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Né en 2014, le constructeur chinois de voitures électriques NIO frappe d'emblée très fort en présentant la EP9. C'est cette supercar et sa puissance assez incroyable de 1360 chevaux en 100% électrique évidemment. 10 ans plus tard, la famille des véhicules NIO s'est bien agrandie et sont disponibles actuellement chez nous deux berlines et deux SUV. Les deux berlines, c'est les ET5 et ET7, et puis les SUV EL6 et EL7. Et puis il y a 7 déclinaisons de la berline ET5, la déclinaison Touring. Et ça, c'est une version particulièrement intéressante parce que, outre le fait qu'elle est plutôt agréable à regarder, on va en parler dans un instant, eh bien c'est une belle proposition dans un segment un peu déserté actuellement, celui des breaks 100% électriques qu'on peut actuellement compter sur les doigts d'une main. Alors, quelles sont les qualités mais également les défauts de ce break électrique chinois? Cette ET5 Touring a-t-elle une place à prendre dans un segment relativement déserté par les autres constructeurs et notamment les constructeurs traditionnels? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant une demi-journée ou un jour complet, mais pendant une semaine. L'occasion de répondre à toutes vos questions. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine vidéo, le prochain essai électrisant, ce sera dimanche prochain à 18 h. Je serai chez Volvo pour essayer le petit Volvo EX30. C'est le plus petit modèle disponible chez Volvo actuellement, 100% électrique évidemment, c'est un SUV et c'est le cousin technique de la Smart #1. Alors que vaut cette déclinaison Volvo de cette combinaison technique qu'on a déjà essayé par ailleurs, qui est donc celle de la Smart #1 et d'autres au sein du groupe Geely auquel Volvo appartient? Eh bien on le saura dimanche prochain à 18 h. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les semaines suivantes. Je vous détaille tout ça tout à l'heure. Au premier coup d'œil, cette NIO ET5 Touring, vous êtes nombreux à lui trouver des airs de Porsche, certainement ici à l'arrière, mais voilà une référence certainement pas anodine et plutôt sympa. Les lignes sont assez épurées globalement à l'extérieur, c'est le cas d'ailleurs aussi à l'intérieur, on verra ça dans un instant. Les poignées rétractables et les vitres sans encadrement lui donnent un petit côté premium. Au niveau des dimensions, la longueur c'est 4,79 m, la largeur 1,96 m, 2,18 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,50 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,89 m. Alors par rapport à la concurrence encore assez peu nombreuse, je le disais, c'est moins grand qu'une Volkswagen ID7 Tourer fraîchement présentée, 4,96 m, beaucoup moins grand et beaucoup moins cher qu'une BMW i5 Touring, elle aussi récemment dévoilée, 5,06 m. Ces dimensions en fait la situent entre ces deux très grands breaks et la MG5 ou encore la Peugeot E308 SW qui avec respectivement 4,50 m et 4,64 m de long sont sensiblement plus petite mais aussi moins performante que cette ET5 Touring. Alors bien sûr il y a aussi la Porsche Taycan Sport Turismo, mais là définitivement on n'est plus dans la même gamme de prix. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur de cette NIO ET5 Touring? Est-ce qu'elle vous séduit? Est-ce qu'elle vous plaît? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. La NIO ET5 Touring, elle dispose d'office de deux moteurs électriques. Le premier situé à l'avant, c'est un moteur à induction d'une puissance de 150 kW. Le deuxième, il est à l'arrière. Et là, c'est un moteur électrique synchrone à aimant permanent de 210 kW de puissance. Puissance cumulée 360 kW, c'est-à-dire 490 chevaux répartis donc sur les 4 roues. C'est donc une 4 roues motrice. Le 0 à 100, il est abattu en 4 secondes. Ça, c'est avec le mode Sport Plus activé. Et le couple, 700 Nm, est extrêmement généreux. Vitesse maximale 200 km/h. Alors tout ça, ce sont les chiffres. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie en termes de plaisir de conduire? Est-ce qu'on est plus près d'un salon roulant ou d'une ultra sportive? Eh bien la réponse, ce sera tout à l'heure sur la route.
Pour alimenter ces deux moteurs électriques, cette ET5 Touring peut compter sur une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui évidemment est logée sous le plancher entre les quatre roues. Voilà qui est tout bon pour le comportement puisque ça fait baisser le centre de gravité. C'est le cas sur toutes les voitures électriques. Alors au niveau des capacités de batterie, on a deux capacités différentes qui sont proposées, 75 kWh brut ou bien 100 kWh brut. C'est le cas de cette voiture d'essai qui est donc équipée de la plus grosse batterie qui autorise une autonomie en cycle mixte norme WLTP de 560 km, alors que la plus petite batterie devra se contenter d'une autonomie de 435 km en cycle mixte norme WLTP. Alors ça, c'est pour la théorie évidemment. Qu'en est-il dans la vraie vie? La réponse tout à l'heure sur la route. Notez que pour faire baisser la consommation, ou en tout cas tirer la consommation vers le bas durant la saison froide, eh bien la ET5 Touring est d'office équipée d'une pompe à chaleur. On le sait, les voitures électriques et le froid, ça fait pas bon ménage. Pour recharger la grosse batterie de 100 kWh brut de cette NIO ET5 Touring, ça se passe à l'arrière du côté gauche. Et quand on ouvre la trappe qui est motorisée, s'il vous plaît, eh bien on a accès directement d'ailleurs sans petit cache en caoutchouc à retirer, ce qui est plus simple au quotidien. Accès donc aux deux connecteurs de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Ce connecteur, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui va permettre eh bien, une recharge complète de la batterie de cette voiture en 10 heures à peu près. Alors ça prend du temps, plus que sur d'autres modèles. En même temps, la batterie est énorme, elle est de très grande capacité. Généralement, quand on est sur 50, 60, 70 kWh, forcément, ça prend moins de temps avec la même puissance de recharge, c'est-à-dire 11 kW. Ici, 100 kWh brut, c'est-à-dire un petit peu moins en net, forcément, c'est très gros et donc forcément, ça prend du temps. 10 heures donc, on est bien au-delà d'une simple journée de travail ou d'une nuit de sommeil. Cela dit, ça devrait quand même faire l'affaire. On recharge rarement à partir de 0, donc ça veut dire que dans les faits, on sera toujours sur à peu près 8-9 heures. On n'est pas très éloigné finalement d'une nuit de sommeil. Ensuite, connecteur combo CCS, c'est la somme des deux connecteurs pour la recharge sur le courant continu. Ça c'est sur les superchargeurs, les chargeurs quand vous ferez de très longs voyages qui dépassent l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, dont on reparlera tout à l'heure. Dans ce cas-là, vous utilisez le connecteur combo CCS et là, vous restez à côté du chargeur évidemment. Donc, il faut que ça aille le plus vite possible. 100 kWh, c'est beaucoup. Alors, on est sur une puissance ici qui est de 180 kW sur cette version à grosse batterie. Ce sera 140 kW accepté sur la version avec la plus petite batterie. On n'est pas sur des puissances de recharge démentielles parce qu'on reste sur une architecture 400 volts et pas sur une 800 volts comme on peut retrouver chez Porsche par exemple, mais également chez Kia pour ne citer que, où là, on atteint des vitesses de recharge nettement plus importante. Ici, il va falloir attendre entre une demi-heure et 40 minutes en fonction des configurations de recharge pour récupérer 80% de capacité de batterie. Donc, si on résume les valeurs, 11 kW sur le courant alternatif, 10 heures pour une recharge complète, 180 kW sur le courant continu, 140 pour la version avec la plus petite batterie pour une recharge en 30 à 40 minutes. Voilà les valeurs qu'on a obtenues pour cette NIO ET5 Touring. Quand on parle d'un break, évidemment, ce qui est intéressant, c'est le volume de chargement. Est-il conséquent dans cette NIO ET5 en version Touring? Eh bien, c'est à ce point qu'on va s'intéresser maintenant. Alors, pour ouvrir le haillon qui est électrique, soit vous le faites via le système d'infodivertissement, soit vous passez le pied sous le pare-choc, ou bien vous le faites via la clé qui est en fait un petit galet que je vous montre. Voilà, d'un côté, il y a le logo NIO et de l'autre côté, eh bien, 3 petits boutons, verrouiller, déverrouiller et l'ouverture du coffre. Voilà qui est sympa, un petit galet qui se glisse facilement dans la poche. Alors, au niveau du volume de chargement, on a une banquette arrière qui est fractionnable 40, 20, 40, ça c'est pas mal si vous avez des objets longs, notamment sur la partie centrale, ça ne vous empêche pas d'avoir 2 personnes installées sur la banquette arrière. Avec la banquette arrière en place, on est sur 450 litres et on pourra aller jusqu'à 1300 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. Des valeurs qui sont correctes sans plus, ce n'est pas des valeurs incroyables. Clairement sur ce break, on a du style concernant le volume de chargement. Ça aurait pu être un petit peu plus avec une ligne un petit peu plus carrée. Mais dans ce cas-là, pour le style, ça aurait été un petit peu moins bien. Alors, au niveau des aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pas mal de choses à dire dans cette voiture. On va commencer par le haut. Ici, sur le haillon, regardez.
on a des petits crochets. Alors à quoi ça sert ces petits crochets? Vous avez passé une journée à la plage, vous avez fait un peu de plongée, éventuellement du surf, pourquoi pas. Eh bien, vous devez vous changer près de la voiture, vous pouvez faire pendre vos affaires ici en attendant de vous changer et de tout ranger dans le coffre. Voilà qui est plutôt sympa. En tout cas, ça peut servir. Évitez par contre d'y mettre les courses, hein. Je vous déconseille de rouler avec le coffre ouvert, c'est très dangereux. Ensuite, plus bas, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce Blue Sky Coming qui annonce la couleur, hein. C'est NIO qui vous annonce que le ciel bleu arrive. Ensuite, plus bas, eh bien, on a d'abord cette couverture souple que vous allez pouvoir retirer et complètement ranger sous le plancher du coffre, plancher qui est affleurant par rapport au seuil de chargement qui est relativement bas, donc ça c'est pratique si vous avez des choses assez lourdes à ranger dans le coffre. Ensuite, on a des lumières, une à gauche, une à droite, sauf que celle de droite, elle est un petit peu spéciale, vous pouvez la détacher et cette lumière, elle va vous servir alors soit de lampe de poche ici, soit de lampe de secours. Vous le voyez, si vous êtes dans un endroit mal éclairé, eh bien vous pouvez disposer cette lampe un petit peu plus loin, si vous êtes dans un virage, une zone mal éclairée, etc. Vous allez pouvoir disposer cette lampe histoire d'être vu dans une zone où vous ne l'êtes pas forcément, et ça je trouve ça assez pratique. Une fois que c'est fini, vous n'en avez plus besoin, vous la rangez dans son logement et dans ce cas-là, elle reprend sa fonction initiale, c'est-à-dire éclairer le coffre. Alors, on descend encore, on a des petits crochets, on a des anneaux aux quatre coins, on a une prise 12 volts également 180 watts, on a à droite un petit filet de retenue avec un petit espace de stockage et puis ces deux panneaux sur le plancher du coffre que vous allez pouvoir relever. Vous pouvez les mettre comme ceci d'ailleurs, vous allez pouvoir les relever, les retirer évidemment si vous le souhaitez, récupérer du coup un petit peu plus de hauteur de chargement et en dessous vous allez pouvoir loger les câbles de recharge. Pourquoi là en dessous? Parce que malheureusement dans cette voiture à l'avant, il n'y a pas de frunk. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette NIO ET5 Touring, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Est-ce qu'il y a de la place pour voyager en famille dans cette voiture? Alors je mesure 1,90 m, vous le savez, le siège avant il est réglé comme pour moi, c'est-à-dire plutôt reculé et plutôt bas, et du coup à l'arrière, pour les genoux, ça passe, pas de problème. Par contre, pour les pieds, j'ai du mal à les passer sous le siège avant, étant donné qu'il est réglé plutôt bas, mais cela dit, j'ai assez de place pour pas devoir mettre les pieds en canard non plus, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Alors le souci aussi, c'est comme sur toutes les voitures électriques, la batterie étant sous le plancher, on a un plancher qui est assez haut, et donc on a un angle ici qui n'est pas vraiment favorable. J'ai pas les cuisses qui reposent sur la banquette, mais pour des formats qui sont des personnes qui sont moins grandes que moi, ça ne posera évidemment aucun problème, que ce soit au volant ou à l'arrière. Il y a donc relativement de la place dans ce véhicule. Alors on a déjà ici à l'arrière un petit aperçu de la qualité de finition, des matériaux utilisés. On est ici sur des matériaux qui sont assez valorisants, assez sympas, notamment cette suédine ici sur les montants et sur le pavillon, c'est assez sympa. Au niveau des équipements, on a un toit vitré dans cette voiture qui amène de la lumière à l'arrière évidemment. Par contre, on a été un petit peu radin chez NIO du côté des équipements au niveau des sièges et au niveau électrique. Alors au niveau des sièges ici, pas de poche aumônière, c'est dommage. Au niveau équipement électrique, une seule prise USB-C à l'arrière de la console centrale, pas plus. Ça c'est un petit peu dommage également. On n'a pas de banquette coulissante, ça aurait été pas mal, histoire de faire varier le rapport entre espace à l'arrière et volume de chargement. Pour le reste, voilà, on a des fixations Isofix évidemment sur les sièges arrière, sur la banquette arrière, et le siège avant qui est monobloc, vous le voyez. Donc en termes de visibilité ici, voilà, c'est un petit peu dommage. Par contre, on est assis assez haut et globalement la visibilité périphérique, elle est assez bonne. Je vois que Nomi me fait un petit clin d'œil. Nomi, c'est l'assistant virtuel de chez NIO qu'on va retrouver à l'avant dans un instant. Bienvenue à bord de cette NIO ET5 Touring, et quand je me suis installé à bord de cette voiture pour la première fois, eh bien j'ai eu le sentiment de m'installer dans un mélange entre Tesla et Volvo. Tesla pour le style épuré, les menus très propres, très complets, mais aussi très ergonomiques du système d'infodivertissement, très intuitif aussi. Et puis Volvo pour les combinaisons de matières, de couleurs. On a une vraie chaleur dans cette voiture, et puis le fait que contrairement à une Tesla, on a ici un écran instrument, on a accessoirement des commodos également derrière le volant, ce qui n'est plus le cas dans une Model 3. L'intérieur de cette ET5 Touring durant la journée, mais aussi surtout durant la nuit, il propose une ambiance très zen, très feutrée, un éclairage très doux. Vous avez le choix parmi 256 couleurs, 10 thèmes visuels. Les Rhythmic Speaker Covers proposent également une sorte de respiration lumineuse, un battement lumineux au rythme de la musique. Ils ont poussé les choses vraiment très très loin pour cet intérieur chez NIO, et ça se sent. La qualité de fabrication et des ajustements sont très bons.
On est vraiment bien installé dans ces sièges et plus globalement dans cet intérieur. Il y a une vraie atmosphère spécifique. C'est pas celle de telle ou de telle marque. Non, on est ici dans une NIO. Ce que certains regretteront, c'est que l'intérieur, il est quasiment exactement le même dans les 4 modèles disponibles actuellement en Europe. Donc ET5, ET7, EL6 et EL7. Mais au moins, on sait qu'on est dans une NIO. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo de présentation rapide des 4 modèles NIO, eh bien, je vous la mets en lien, n'hésitez pas à cliquer. Bref, on est dans une voiture chinoise, oui, mais une voiture chinoise qui met la barre très haut pour tenter de convaincre la clientèle la plus exigeante, la clientèle européenne. C'est vrai, ils ont mis le paquet. Allez, c'est parti pour la description de l'intérieur de cette NIO ET5 Touring. Ça va aller assez vite, il n'y a pas beaucoup de boutons, vous le voyez. Au niveau de la portière conducteur en partie haute, on a le bouton d'ouverture. En partie intermédiaire, les vitres électriques. Et puis en partie basse, le vide-poche. Et plus en arrière, la commande physique de secours d'ouverture de la portière. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, rien. Le volant sur lequel on observe un léger méplat en partie inférieure, il est à réglage électrique. Ça se passe au niveau du système d'infodivertissement, à la Tesla. À gauche, on a les aides à la conduite, régulateur de vitesse simple ou conduite assistée. Ce sera à choisir dans les menus là aussi du système d'infodivertissement. Et puis à droite, on a le volume avec fonction mute, les fonctions plage ou station précédente et suivante, et puis la navigation dans les infos de l'écran instrument. On y revient dans un instant. Derrière le volant, oui, des commodos. Il y en a dans cette ET5 Touring. À gauche, clignotant, appel de phare et activation du basculement automatique entre feu de route et feu de croisement. Il va falloir en reparler de celui-là. Et puis à droite, les essuie-glaces à l'avant, mais également à l'arrière. L'écran instrument, il est d'une diagonale de 10,2 pouces. Petite démonstration, en fait, on peut personnaliser la partie de droite que vous voyez ici. Alors si je pousse sur le bouton ici, voilà, j'obtiens un menu, on a là la navigation, on peut aller ici vers les informations plutôt liées à la puissance du moteur, à la batterie, etc. Ensuite, on continue, ça c'est les infos de conduite disponibles. On continue encore vers la gauche, on a les informations liées à la consommation et le média en cours de lecture. On va laisser ça ici. Voilà pour la personnalisation qui est donc assez limitée en termes d'affichage de cet écran instrument. Et ce qu'on va regretter également, c'est de ne pas avoir en termes d'infos de conduite de moyennes très précises. Les moyennes, j'ai dû les calculer par moi-même. On a des moyennes sur les derniers 100 km, mais pas au-delà. Et donc j'ai dû prendre ma petite calculatrice pour calculer les moyennes de consommation et que ce soit le plus précis possible. Pas d'affichage de tête haute sur cette voiture, les amateurs de cet équipement le regretteront. Personnellement, je peux m'en passer. Installé au sommet du tableau de bord, c'est une option. L'assistant vocal Nomi, tel qu'il est présenté là, c'est-à-dire avec sa petite tête qui vous regarde, c'est sympa, on parlera avec lui tout à l'heure. Au centre du tableau de bord, un écran central d'infodivertissement tactile d'une diagonale de 12,8 pouces, on y revient dans la suite. Sous l'écran à gauche, le sélecteur de vitesse avec le bouton P au niveau du pouce, ici c'est très pratique. À droite, 3 boutons, le bouton voiture qui vous emmène vers les modes de conduite, le réglage du niveau de récupération d'énergie quand vous soulagez l'accélérateur. On retrouve également les modes de terrain, neige, humide et sable, ainsi que les modes spéciaux que sont le mode nettoyage, le mode point mort neutre, le mode Eco Plus, le mode remorque si vous optez pour la boule d'attelage, et puis enfin le déploiement de la boule d'attelage. Ensuite, à gauche, une zone de recharge par induction ici pour smartphone, et puis à droite, 2 porte-gobelets. Plus en arrière, le large accoudoir central qui renferme un espace de rangement, 2 prises USB, C à gauche et A à droite. Alors, pas de boîte à gants dans cette voiture, dommage, mais un espace de rangement sous la console centrale, un espace ouvert qui dispose en plus d'une prise 12 volts. Voilà pour la description complète de l'intérieur, assez épuré, assez zen de cette NIO ET5 Touring. On va s'intéresser maintenant au système d'infodivertissement de cette NIO ET5 Touring, un système maison, c'est le système Banyan de 2e génération, alors qui est très d'inspiration Tesla sur pas mal de points. D'abord, on a une présentation qui est très claire, très nette, très épurée en fait, avec un menu qui est finalement assez reposant. On n'a pas des couleurs dans tous les sens comme on peut retrouver dans une Smart par exemple, où là c'est tout l'inverse, avec cette terre qui tourne en mode dessin animé, ce petit animal, etc. Ici, rien du tout. On a quelque chose de vraiment très simple qui se rapproche donc davantage de ce qu'on va retrouver chez Tesla. L'écran par défaut, quand on appuie sur la petite maison, c'est celui-là.
Donc ça veut dire qu'on a en partie supérieure, la grande partie supérieure, on a la carte de manière extrêmement visible. On a ici les petites infos qu'on peut ajouter ou supprimer. Parmi ces petites infos, les PSS, Power Swap Station, donc les stations de swap, c'est-à-dire d'échange de batterie que vous pouvez afficher également sur la carte, et les événements de trafic, etc., ainsi que vos lieux favoris. Vous pouvez avoir cette vue 3D ou bien cette vue avec le nord en haut, ou bien cette vue 2D classique. Personnellement, j'ai privilégié la vue 3D. Vous voyez que c'est très réactif, hein, extrêmement réactif. Alors ici, on a la zone dans laquelle on va pouvoir, avec la batterie actuelle, c'est-à-dire 65% de batterie, on va pouvoir aller dans cette zone. Voilà, ça c'est intéressant de le savoir également, sachant que ce système, je l'ai compris dès le départ, dès que j'ai été chercher cette voiture aux Pays-Bas, eh bien il est assez précis en termes de rendu, puisque comme chez Tesla, vous pouvez eh bien appeler une destination et il vous donne dès le début le niveau de batterie auquel vous arriverez à la fin du trajet. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo quand j'ai fait mon premier trajet de retour des Pays-Bas, eh bien je vous conseille d'aller la voir et vous verrez que eh bien cette voiture, elle s'est pas trompée. On était à 2-3% près, eh bien parfaitement dans la norme, alors que les conditions de trajet, de voyage, de route ont été modifiées plusieurs fois. On était en pleine période de fin de journée, donc les conditions étaient très changeantes. Il y avait les embouteillages et puis il n'y en avait plus, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va appuyer sur le petit bouton pour avoir la vue par défaut. Donc ici à gauche, on a toutes les petites infos liées à la navigation avec des accès directs. Alors soit vous rentrez dans le menu pour rentrer une adresse précise, soit vous allez à la maison, au travail ou dans les favoris. Ici, alors ça c'est intéressant, vous allez pouvoir couper facilement les overspeed alertes, c'est-à-dire les bips de survitesse qui sont imposés maintenant par l'Union européenne. Vous pouvez choisir ici aussi d'avoir ou non la navigation vocale. Ensuite, on rappuie ici. On peut choisir ici d'avoir les stations de recharge, alors soit les Power Swap Stations, soit les solutions de recharge plus classiques, plus ou moins rapides. Voilà. Ça vous indique même, vous voyez, c'est dynamique, hein, parce que ça vous indique même que cette station du côté de Maastricht aux Pays-Bas est en maintenance, alors que celle-ci est disponible avec 4 batteries sur 7 qui sont disponibles et personne qui attend en ce moment. Donc les informations sont très précises. C'est un peu comme Tesla avec son réseau de superchargeurs. Ici, NIO maîtrise son réseau de Power Swap Stations et donc c'est exactement ce qui s'y passe et à quelle station vous envoyez, s'il y a du monde ou pas, s'il y a des batteries disponibles ou pas, etc. Ici, on a les settings, donc les réglages liés à l'utilisation de la map. Alors, le menu est en anglais, évidemment. Le menu n'est pas en français parce que la voiture n'est pas encore vendue dans les pays francophones. Donc, évidemment, le menu sera passé en français et on l'espère sans faute de traduction quand la voiture sera disponible dans les pays francophones. Donc, ici, vous pouvez aller dans les détails sur vos préférences en matière de navigation, notamment pour éviter les voies rapides, éviter les ferries, si vous voulez le plus rapide, le plus court, etc. etc. Voilà. Ensuite, ici, 2 petits widgets. On a un widget lié à l'audio. Ici, c'est la radio qui est en cours de lecture. Vous pouvez choisir d'ailleurs Spotify, Tidal, le Bluetooth ou l'USB via ce petit menu ici au-dessus. On va revenir sur l'écran principal et si j'appuie ici, là on a sur le menu My ET5 Touring et donc vous avez les informations liées à la vie de la voiture hein, qui est sur la route depuis 180 jours, la pression des pneus, distance totale parcourue. Ici vous pouvez également avoir des infos complémentaires notamment sur l'affichage ou non de la pression des pneus. Moi je trouve ça plus sympa puisque c'est là, autant l'utiliser. La santé du véhicule qui est bonne, la consommation moyenne sur les 100 derniers kilomètres, mais c'est ce que je disais, il n'y a pas de véritable information complémentaire, pas d'infos complètes, trip 1, trip 2, etc. Ça aurait été vraiment pas mal, qu'on peut remettre à 0 quand on le souhaite, non. Il faut se contenter des petites infos qu'on a ici. Consommation ici, et quelle énergie, quelle quantité d'énergie va à quelle fonction de la voiture, c'est intéressant de le savoir également. Et puis le trajet en cours, voilà, comme je viens de l'allumer, bah forcément il est de 0 en termes de distance. Et le total trip, alors celui-là c'est le seul qu'on peut effectivement remettre à 0 via ici la petite fonction reset. Voilà, donc on va revenir en arrière. Alors oui, je suis parti un peu vite. Les autres fonctions sont ici, les autres menus, après on peut y accéder d'une autre manière, mais on a donc My Nomi qui se trouve ici, donc l'assistant Nomi qui est de série, mais visuellement, avoir le petit personnage sur le tableau de bord, ça c'est en option, donc ça vous pouvez choisir ou non de le faire. Certains trouvent ça un petit peu flippant, parce que c'est vrai que quand vous lui parlez, il a tendance à se tourner vers vous, et donc on a l'impression qu'il y a une personne de plus dans la voiture. Certains n'aiment pas, il a tendance à vous regarder aussi, certains
peuvent être distraits également par les petites activités de Nomi. Voilà, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est très chinois hein, d'avoir un petit espèce de Tamagotchi pour ceux qui s'en souviennent, comme ça posé sur le tableau de bord. Alors là, les menus très très forts à la Tesla, ajustement du siège, ajustement des rétroviseurs latéraux, des rétroviseurs extérieurs avec les touches sur le volant exactement comme chez Tesla. Même chose pour le volant, ça se passe ici avec les réglages que vous allez pouvoir enregistrer ici, soit le vôtre, le principal. Si quelqu'un d'autre utilise la voiture, hop, vous pouvez le mettre ici. Vous avez un mode repos qui est disponible également. Voilà, c'est très complet. Ensuite, porte et fenêtre avec une mémoire de hauteur de coffre, de haillons. Vous allez pouvoir mémoriser une certaine hauteur et ne pas dépasser cette hauteur si vous êtes dans un garage par exemple où la hauteur sous plafond n'est pas énorme. Ensuite, voilà, vous pouvez activer ou non le main libre pour l'ouverture du coffre, les fonctions de sécurité pour les enfants à l'arrière, d'autres fonctions ici. Vous voyez, c'est très 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 complet. Pour les vitres, même chose. Pour les essuie-glaces, même chose. Il y a un mode nettoyage aussi. Vous pouvez régler la sensibilité du système d'essuie-glace. Les lumières, alors ça c'est les éclairages intérieurs. Il y a beaucoup de choses à en dire. L'éclairage d'ambiance, l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur. Ça c'est du classique, hein, c'est du Follow Me Home. Donc c'est l'éclairage qui reste allumé le temps que vous rentriez chez vous. Vous pouvez ajuster tout ça. Également le fait ici d'allumer ou pas les feux anti-brouillard, le fait de laisser une lumière de parking allumée si vous êtes sur un accotement par exemple, que ce soit à gauche ou à droite, etc. etc. Follow Me Home, j'en parlais, 15 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. Ensuite, l'intérieur. Alors ça, les lampes de lecture, éclairage minimum, full brightness, donc ça c'est la totale, ou bien soft glow, vous choisissez un petit peu votre ambiance à vous, et puis ambient lighting. Là, c'est vraiment les possibilités qui sont assez vastes d'obtenir un éclairage qui est vraiment assez recherché dans cette voiture. On n'est pas sur un simple strip de LED qu'on a mis autour de la voiture. Non, on a quelque chose d'assez complet. Regardez Sky Glow par exemple, vous avez des couleurs un peu plus rosées ici, un peu plus orangées ici sur le tableau de bord. Ici Full Moon, on est plutôt sur du bleuté sur les portières, jaune ici, et vous pouvez vous-même customiser tout ça. Si vous voulez une couleur principale, une secondaire et la couleur au niveau du sol, vous pouvez customiser toutes ces couleurs vous-même ou bien synchroniser les couleurs. Alors je parlais tout à l'heure du speaker cover ambient lighting, c'est le fait d'avoir cette espèce de glow, cette respiration en fait liée à la musique. Alors soit liée à la musique, soit un simple battement de cœur quelque part lié à l'apparition d'un éclairage sur les portières notamment. Voilà, vous pouvez vraiment, donc c'est soit breathing, donc qui va pulser à une fréquence fixe qui est plus ou moins rapide ici, ou soit rythmique, ce sera par rapport à la musique. Moi je préférais utiliser cette option là. Batterie. La batterie, le port de recharge que vous pouvez déverrouiller ici quand vous avez terminé de charger. Voilà, d'autres infos également. Driving et parking, là aussi, pas mal d'infos qui sont proposées avec les modes de conduite, mais on peut y accéder autrement, on verra ça dans un instant. Également, Driver Assistance ici, alors c'est là que vous pouvez choisir soit régulateur de vitesse simple, soit le pilote assist, avec, si vous pressez sur la petite touche sur le volant, soit des paliers de 1 km/h et 5 km/h avec une pression longue, ou soit l'inverse. Le Lane Departure Warning and Assist, donc l'assistant de maintien dans la voie, vous pouvez tout régler, vraiment, je ne vais pas tout détailler, mais c'est vraiment très 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 complet, vous le voyez. L'affichage ici, soit jour, soit nuit, soit c'est en mode automatique, c'est-à-dire que ça passe au noir quand il fait nuit. Le son ici également, avec le surround mode, le système audio que vous allez pouvoir customiser également, les informations liées à la sécurité et les informations générales. C'est là qu'on voit qu'on est sur la version 2.1.2 du système Banyan. Voilà, j'ai détaillé pas mal cette partie-là. On va revenir sur l'écran principal. En partie inférieure, on a tout ce qui est de réglage de climatisation. Voilà, ici, on peut rentrer dans le menu climatisation avec cette petite touche. On va revenir en arrière. Ensuite, des accès directs, notamment ici pour le désembuage du pare-brise. Le volume disponible ici à droite également. Ici, on est sur le mode automatique pour la climatisation. Et si j'appuie ici, eh bien, on va revenir sur cet écran avec des applications. On va de nouveau rentrer dans les réglages. On a ici la météo. On a le manuel de l'utilisateur ici. La fonction parking ici, calendrier, browser, etc., etc. Alors, on revient sur l'écran ici.
et on appuie ici et là on se retrouve là où on était tout à l'heure. On a également la connexion voilà, qui est disponible ici, wireless charging, donc le port de recharge ici qui est sur on, vous pouvez l'éteindre si vous le souhaitez, etc., etc. Là je pense avoir fait tout le tour de ce système bien complet, système d'infodivertissement dans cette NIO ET5 Touring. On a bien sûr les infos par défaut ici. Ah voilà, je n'ai pas parlé encore de ça. Ça, il s'agit de la caméra, une dashcam qui va vous permettre d'enregistrer une petite scène. En cas d'accident, ça peut être utile. Vous aurez des preuves. On a la 5 view, c'est-à-dire ici la vue de l'entièreté des caméras disponibles. Et on a ici la main view. Voilà, ici, ça veut dire juste la caméra ici, alors que ici, vous le voyez, hop, voilà, toutes les caméras enregistrent, alors que sur celle-ci, on a juste la caméra principale qui va enregistrer. On va laisser le 5 view, évidemment, bien utile donc en cas d'accident. Voilà pour la description complète de ce menu du système d'infodivertissement. La petite touche voiture entre les sièges, si j'appuie dessus, on peut détailler ça maintenant. On a les différents modes de conduite dont on reparlera sur la route. Sport Plus, Custom, Confort, Eco ou Sport. Et puis, moi, je suis resté la plupart du temps en Confort, mais vous verrez qu'en Sport Plus, c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous appuyez sur Sport Plus, vous voyez le timing pour le 0 à 100. 0 à 100 en 4 secondes. Si on est en sport, ce sera 5 secondes 9. Si on est en confort, là, pas d'infos qui sont données et j'imagine en éco non plus, mais évidemment en éco, le but n'est pas de battre un record pour le 0 à 100. On va rester en mode confort. Là, le freinage par récupération d'énergie, ça se passe ici, on en parlera sur la route. Ici, on en a parlé, donc snow mode, wet mode et sand mode, des scénarios de conduite et des modes spéciaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez customiser tout ça et si vous, par exemple, il y a des modes que vous n'utilisez pas, vous pouvez ne pas les afficher, histoire de ne pas encombrer l'écran pour rien. Voilà pour ce système d'infodivertissement. Là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Allez, on file sur la route. Pour démarrer, pied sur le frein, vous sélectionnez simplement D ou R avec le levier de vitesse, le sélecteur de vitesse bien positionné, on l'a dit. Et puis c'est parti, la sensation de conduite est proche de celle d'une Model 3 de Tesla, puisque c'est une voiture qui est plutôt basse, une voiture dans laquelle on va davantage ressentir la route, on le comprend d'emblée, j'y reviens dans un instant. Évidemment, la puissance est au rendez-vous et donc on s'amuse avec cette voiture. C'est ce que j'appelle une vraie voiture à conduire, une voiture plaisir. Les réglages des sièges et d'ailleurs aussi ceux des rétroviseurs extérieurs et du volant, c'est vraiment du copier-coller de chez Tesla dans cette voiture. Tout est électrique, ajustable pour le volant et les rétroviseurs via les touches sur le volant. Et dès que vous touchez à la position du siège, la voiture vous suggère d'enregistrer la nouvelle position. C'est donc très intuitif. On a donc repris ici le bon côté de Tesla, ce qui finalement est une bonne chose. Les sièges et leurs réglages permettent donc de trouver sa position de conduite idéale. Rien à dire sur ce point. Dans cette voiture, on a le pack confort qui comprend entre autres les sièges chauffants, ventilés et massants, le système d'ionisation, la diffusion de parfums d'ambiance, le volant chauffant, etc. Dès mon premier trajet dans cette voiture, le retour de 200 km depuis les Pays-Bas où je suis allé la chercher, si vous n'avez pas vu cette vidéo d'ailleurs, je vous la conseille, je vous mets le lien ici, je m'y suis senti très bien dans cette voiture et les sièges y sont sans doute pour quelque chose. Tiens, à propos de massage, hi Naomi. Hi. Activate massage, please. Okay. Vous voyez qu'elle fait apparaître du coup le menu de massage. Je peux encore choisir celui que je veux. Gentle, Rolling, Dynamic, Lower Back ou Upper Back. Et en plus, je peux choisir le niveau de massage. Là, elle n'est pas contente parce que je ne regarde pas la route. Donc, il y a deux niveaux de puissance. Donc, deux, trois choses à dire par rapport à ce qu'on vient de vivre. Vous voyez que le capteur d'attention du conducteur est un petit peu tatillon. Dès que vous regardez un petit peu trop l'écran d'infodivertissement, même pour régler le massage comme je viens de le faire, eh bien, elle vous rappelle à l'ordre. Et concernant le massage, en fait, quand je lui demande d'activer le massage, le petit bonhomme se retourne, Nomi se tourne vers moi. Donc on a vraiment, elle capte d'où vient l'appel, la demande, et si c'était la personne assise sur le siège passager, eh bien elle se serait retournée de l'autre côté. Et là elle est en train de me masser le dos et je dois vous dire que c'est vraiment sympa. Bon, cela dit, comme je le disais dans la Fiat 600 la semaine dernière, si vous avez un problème de dos, c'est pas elle qui va le résoudre. Mais voilà, c'est sympa. C'est toujours un peu trop souple, mais c'est sympa.
S'il y a bien une chose qui ne parvient que trop rarement à me convaincre sur les voitures chinoises, eh bien ce sont les aides à la conduite qui sont rarement bien calibrées, sauf qu'ici on a droit à un système qui est plutôt convaincant, système de conduite assistée. Vous pouvez opter pour le régulateur de vitesse adaptatif ou pour la conduite assistée au choix, qui ajoute donc le maintien au centre de la voie de circulation. Et franchement le résultat il est très bon grâce aux 11 caméras, 12 capteurs, le lidar à longue portée ici au-dessus et j'en passe. Cette ET5 Touring elle voit loin et elle voit bien, on le remarque aussi sur l'écran et en plus elle ne jette pas l'éponge à la moindre averse et propose des mouvements de correction qui sont assez doux. Le seul bémol ce sera quand vous adaptez la vitesse que vous lui demandez via les touches sur le volant. À chaque fois que vous montez d'1 ou de 5 km/h, il y aura à chaque fois un petit à-coup. Voilà, c'est le seul petit bémol. Pour le reste, franchement, c'est assez doux. Les alertes obligatoires de survitesse rapidement casse-pied, on peut les couper très facilement via Ops, une petite commande directement ici sur l'écran d'infodivertissement et même via la commande vocale. Concernant l'aide au dépassement, vous le savez, je suis pas convaincu par ce système, ni dans cette voiture, ni dans les autres. Pour moi, c'est un peu gadget. Quand ce sera réellement effectué totalement par la voiture, l'entièreté de la manœuvre, ok. Mais là, si c'est pour lui confier la moitié du travail et pas trop savoir comment elle va prendre le relais pour l'autre moitié, bon voilà, je préfère tout faire moi-même finalement. La NIO ET5, c'est une voiture à conduire, je le disais, et on est vraiment dans les mêmes sensations que dans une Tesla Model 3, une voiture basse, large, qui renvoie pas mal d'informations dans la direction, une direction qui est plutôt consistante d'ailleurs, ce qui est logique hein, si on est dans cette optique de voiture à conduire. En mode normal, la puissance est déjà largement suffisante, là je suis sur l'autoroute, ça répond bien, alors quand on opte pour le Sport Plus, là c'est une toute autre histoire, la récupération elle bascule sur le niveau le plus élevé et les accélérations sont très vives, Hops, avec 4 petites secondes seulement pour atteindre 100 km/h, c'est là que les réglages plutôt communicatifs prennent tout leur sens. Il y a un vrai plaisir au volant de cette voiture, une voiture qui donne le sourire. Le comportement il est toujours rassurant, les limites sont situées bien plus loin que vous ne l'imaginez, notamment pour l'adhérence. On a à la fois ici un break sage pour conduire les enfants à l'école et puis une voiture un peu sportive qui vous donne largement le sourire grâce à ses capacités, notamment en termes d'accélération. Cette NIO finalement, c'est le meilleur des deux mondes, c'est tout ça à la fois. Allez, accélération. Oh là 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 là. Vraiment le mode Sport Plus. Voilà, 4 secondes, bah c'est 4 secondes quoi. Et elle est du coup très vive dans ce mode et c'est vraiment un bonheur. Portière sans encadrement oblige, on a parfois un petit peu de bruit au niveau de la jonction supérieure entre la vitre et le joint. Alors c'est pas rédhibitoire, hein, je vous rassure. Globalement dans cette voiture, le niveau sonore il est correct, mais inévitablement si vous optez pour des grandes jantes avec des pneus larges à flanc mince, comme sur cette voiture d'essai avec des très belles jantes de 20 pouces, qui font d'ailleurs à mon avis perdre quelques dizaines de kilomètres d'autonomie au passage, eh bien vous aurez davantage de remontée de bruit qu'avec une voiture équipée de pneus plus traditionnels, plus épais. Cela dit, ça reste tout à fait acceptable, mais il faut savoir que cette voiture, c'est une voiture à conduire, je le disais en introduction. Vous faites davantage corps avec elle par rapport à d'autres qui sont davantage des salons roulants. Après le bruit, le son également, celui qui est proposé par les 23 haut-parleurs du système audio Dolby Atmos qui propose 1000 watts de puissance. C'est assez convaincant et pour une fois, la radio numérique et la radio par internet eh bien, fonctionnent très bien dans cette voiture, contrairement à la plupart de ses compatriotes dans d'autres marques chinoises. Non, ici franchement, ils assurent. Alors le 0 à 100 en 4 secondes, c'est super, mais quand il pleut, qu'est-ce que ça donne en termes de motricité? Eh bien on va tester ça maintenant. Attention, il fait vraiment dégueulasse, en plus on est dans des champs, il y a de la boue, etc. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Mode Sport Plus, 0 à 100 en 4 secondes, allez go! Alors on a certainement fait un petit peu plus que 4 secondes, mais je peux vous dire que ça pousse très fort, même sous la pluie, même sur ce terrain, cette route qui est hyper grasse, hyper glissante, avec un petit peu de boue, etc. La motricité, elle est incroyable avec cette voiture. Franchement, chapeau bas. Vous souhaitez tracter une charge avec votre NIO ET5 Touring, eh bien si la charge est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 1400 kg, c'est pas mal. Dans le cas contraire, eh bien si la charge n'est pas freinée, dans ce cas-là, ce sera la norme, c'est-à-dire 750 kg. 11,8 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette ET5 Touring. Alors dans la pratique, 11,8 mètres, c'est élevé, plus élevé encore de 20 cm que celui d'une Tesla Model 3 qui n'est déjà pas un modèle du genre. Cela dit, dans la pratique, les images renvoyées par les caméras aident beaucoup pour les manœuvres dans les parkings et les espaces exigus et globalement en ville, mais on le comprend assez vite à son volant, la ville et les parkings, c'est pas son terrain de jeu de prédilection. Elle préférera clairement les grands espaces et vous à son volant, c'est ce que vous préférez aussi.
Pas de palette derrière le volant pour régler le niveau de récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur et donc le ralentissement, mais bien un menu accessible depuis la touche avec la petite voiture entre les sièges, on l'a vu. Alors 3 niveaux de récupération sont proposés, standard, low ou very low. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le niveau élevé, c'est-à-dire standard, la voiture ralentit vraiment lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, bien plus que dans la plupart des productions chinoises où en général faible, moyen, élevé, c'est faible, faible et à peine moins faible. Ici, ça ralentit, on va donc pouvoir se passer de la pédale de frein la plupart du temps, sauf pour s'arrêter complètement puisque le ralentissement, eh bien, il ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Autre bémol, si vous aimez comme moi être en permanence avec le niveau de récupération le plus élevé, eh bien, il faudra le réactiver à chaque démarrage puisque le réglage ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre et ça, c'est un petit peu dommage. Idem d'ailleurs pour les modes de conduite. Alors là, je suis en Sport Plus. Si je quitte la voiture, je reviens dedans, elle sera de retour en mode standard et ça aussi, c'est un peu dommage. Pas d'éclairage matriciel sur cette ET5 Touring, dommage. Cela dit, avant de proposer un éclairage matriciel, régler correctement l'éclairage déjà en place, ce serait vraiment pas mal. Durant mon premier trajet, quand j'ai ramené cette voiture des Pays-Bas et que la nuit est tombée, le basculement automatique entre feu de route et feu de croisement a été activé et plusieurs fois, elle est passée en feu de route alors qu'il y avait clairement quelqu'un devant moi. Je suivais quelqu'un. Donc j'ai désactivé la fonction. Le lendemain, autre condition, nouvelle tentative et même résultat. À partir de là, évidemment, du coup, j'ai plus utilisé cette fonction qui est normalement bien pratique jusqu'à la fin de la semaine d'essai. C'est dommage. Alors, il s'agit sans doute d'un petit ajustement à opérer, mais c'est vrai que ce réglage, il doit être fait via une mise à jour OTA, par exemple, et le plus tôt sera le mieux, parce que je peux vous dire que comme ça, on se fait vite quelques ennemis. L'autonomie théorique de cette voiture, 560 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version équipée de la batterie de 100 kWh. Cela dit, 560, c'est avec les jantes d'origine. Ici, avec les jantes optionnelles qui clairement sont pas du tout orientées efficience, mais plutôt look. On doit être à un bon 500, comme je le disais, mais certainement pas à 560. Alors, j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Cette semaine, il a fait entre 4 et 12 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu moins de 800 km, avec donc 85% des parcours sur autoroute, puisque j'inclus le trajet pour la ramener des Pays-Bas. J'ai au moins 2 trajets par jour de 50 km, les trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température de la voiture qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Alors en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une consommation moyenne assez élevée de 25 kWh au 100. Avec cette moyenne assez élevée, je pourrais tout de même parcourir près de 400 km réels sur une seule charge dans mes conditions de conduite. Donc c'est très bien, mais c'est pas grâce à une super efficience, c'est vraiment grâce à une grosse batterie qui équipe cette voiture. Avec des températures plus clémentes et moins de voies rapides, eh bien on peut espérer des consommations nettement plus modérées qui permettront dans les mêmes conditions de dépasser les 500 km et de se rapprocher de la valeur WLTP. Donc voilà. Avec cette voiture, on peut aller loin sur une seule charge, mais c'est pas vraiment grâce à l'efficience. Clairement, une Tesla ferait beaucoup mieux. C'est grâce à la grosse batterie de 100 kWh qu'une Tesla n'a pas. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette NIO ET5 Touring. Alors non pas en Belgique, en France et en Suisse, puisque la marque n'est pas encore présente dans ces 3 pays, comme globalement dans tout le sud de l'Europe, mais bien les prix là où j'ai été chercher cette voiture, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Alors 2 possibilités existent, soit vous achetez la voiture batterie incluse, ce qui vous coûtera forcément plus cher, soit vous achetez la voiture seule sans la batterie, ce qui vous coûtera forcément moins cher, mais vous devrez ajouter à ça le prix de la location des batteries. C'est uniquement cette formule d'achat-location qui vous permettra d'accéder aux batteries swap, c'est-à-dire aux stations d'échange de batteries qui vous permettent en moins de 5 minutes de repartir avec une voiture dont la batterie est chargée à 100%. Au niveau des prix, justement, chez nos voisins aux Pays-Bas, qu'est-ce que ça donne? Comptez 63 900 € pour la version avec la petite batterie, 72 900 € pour la version avec la grosse batterie. Si vous louez la voiture, comptez 51 900 € pour la voiture et 169 € par mois pour la petite batterie, ou 289 € par mois pour la location de la grosse batterie. Surfez sur le site internet de NIO qui correspond à non pas votre pays mais au pays dans lequel j'ai été chercher cette voiture, par exemple le site des Pays-Bas ou le site allemand, histoire de vous faire une petite idée, de configurer votre NIO ET5 idéal et d'avoir une idée de prix provisoire en attendant d'obtenir les prix chez nous évidemment.
Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers. Alors l'avantage d'une formule comme celle-là, eh bien, c'est que tout est inclus. Il n'y a pas des mois où vous allez devoir dépenser plus pour votre voiture, en plus du remboursement du crédit par exemple, parce qu'il faut passer la voiture à l'entretien, changer les pneus ou payer l'assurance ou les taxes. Non, tout ça est inclus dans la formule de leasing, de location longue durée, leasing opérationnel pour les entreprises avec la déductibilité qui l'accompagne, ou bien le private lease, le leasing pour les particuliers. Double avantage, la gestion donc de votre budget qui est maîtrisée. Vous savez exactement durant toute la durée du contrat combien vous allez payer chaque mois pour votre voiture. Ça, c'est plutôt un avantage. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du contrat, vous remettez la voiture et les clés. Vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra votre voiture à la fin du contrat quand les choses auront largement évolué d'un point de vue technique. Si on parle de voiture électrique, on est dans une pleine période de transition. Une voiture électrique d'aujourd'hui n'a pas la même autonomie qu'une voiture électrique d'il y a 3 ans ou qu'une voiture électrique qui sortira dans 3 ans. Et donc, les autonomies seront certainement largement supérieures dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et donc, pour revendre une voiture électrique d'aujourd'hui, ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas, vous obtiendrez un petit peu moins que ce que vous aviez espéré. Dans ce cas-là, ne prenez pas le risque et confiez tout ça à la société de leasing. Vous avez juste à profiter de votre voiture et tous les mois payer simplement votre mensualité qui reste donc la même durant tout le contrat. Pour recevoir une offre, n'hésitez pas à contacter Arval en surfant sur leur site internet. C'est arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France. Votre nouvelle voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite? Eh bien, dans ce cas-là, rendez-vous sur le site de notre partenaire, c'est Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, actuellement, plus de 100 000 voitures vous attendent. Alors, bien sûr, des véhicules d'occasion, mais également des véhicules récents, des véhicules neufs aussi, et puis des véhicules électriques, 100% électriques ou bien hybrides rechargeables. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ces véhicules sont disponibles immédiatement. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'attendre ou si vous n'avez pas envie d'attendre, eh bien rendez-vous sur autoscout24.be. Alors autoscout24.be et autoscout24.fr qui vous proposent également des solutions pour la reprise de votre ancien véhicule. Il y a un petit formulaire, alors c'est comme le petit questionnaire sur les voitures que vous recherchez sur le site, mais là c'est pour donner les caractéristiques de votre véhicule actuel et en retour, eh bien, vous recevrez une offre de reprise pour votre voiture. Et puis bonne nouvelle, l'application Autoscout24 qui vous permet simplement dans le creux de la main d'avoir un accès à tous ces choix, tous ces véhicules qui sont disponibles, et vous pouvez de la même manière aussi facilement que sur le site internet effectuer une recherche à la recherche justement de votre prochain véhicule. Rendez-vous donc sur l'application Autoscout24 à télécharger gratuitement évidemment sur votre smartphone. Voilà, pour toutes ces bonnes raisons, allez faire un tour si vous le souhaitez également sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, non, cette version Touring de la NIO ET5 n'est pas le véhicule idéal pour déménager. Si la ligne de cette voiture et le fait que ce soit un break rend l'accès au coffre beaucoup plus évident que sur la version berline où on n'a pas de haillons, ça n'en fait pas non plus une voiture idéale pour déménager. On n'a pas un volume démentiel non plus. On a clairement ici privilégié l'aspect esthétique. Et c'est plutôt réussi. À l'intérieur, la présentation fait mouche, tout comme la présentation du système d'infodivertissement qui a été largement puisé son inspiration chez Tesla. On ne s'inspire que des meilleurs, mais contrairement à une Model 3, on a ici des commodos derrière le volant et un écran instrument, ce que certains préféreront. Et j'en fais partie. Par contre, comme chez Tesla, pas d'Apple CarPlay ou d'Android Auto, c'est Banyan, le système maison et rien d'autre. Cela dit, comme on y retrouve des applications parmi lesquelles Spotify par exemple, et que la navigation s'avère précise et intuitive, franchement, ce n'est pas trop gênant. Sur la route, le T5 Touring est très efficace, très communicative. Si vous aimez les voitures à conduire, vous serez comblé. Malgré tout, elle reste aussi très confortable au quotidien. Le compromis est donc très intéressant. Cette voiture peut-elle faire de l'ombre à sa rivale américaine? Oui, certainement, si on ne s'intéresse qu'aux prestations vraiment convaincantes. Reste un bémol, son prix sensiblement plus élevé que celui d'une Tesla Model 3 tout en proposant une plus faible autonomie. Mais au moins, vous ne roulerez pas dans la même voiture que tout le monde et ça, pour certains, ça n'a pas de prix.
À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dimanche prochain à 18 h. On ira chez Volvo essayer le petit SUV 100% électrique EX30. Ensuite, on ira chez Smart où j'essaierai la Smart Hashtag 3. On a déjà essayé la Smart Hashtag 1, et bien là, ce sera sa grande sœur. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance, d'agrément de conduite, d'espace à l'intérieur? Eh bien, on vérifiera ça dans quelques semaines sur Charging Station. D'autres essais électrisants arrivent dans la suite. Chez BMW, le BMW X2 qui a été renouvelé, ce sera la version 100% électrique iX2. On ira chez Peugeot avec la E208 revisitée avec le moteur de 156 chevaux, celui qui se trouvait sous le capot de la Fiat 600e essayé dernièrement. Et puis le gros SUV Hongqi EHS9 qu'on présente comme le Rolls-Royce chinois, il sera lui aussi à l'essai sur Charging Station, tout un programme. On ira chez Fisker également à la rencontre du Fisker Ocean, un SUV très californien dans l'âme. Ce sera très sympa. Chez Polestar, la Polestar 3 sera bientôt à l'essai également, ainsi que chez Renault, le nouveau Renault Scénic en version e-tech 100% électrique. Vous le savez, Renault est de retour en force avec ce Scénic, cette voiture qui promet de belles prestations et un prix assez contenu avec une belle autonomie. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie sur la route? Eh bien, vous saurez tout dans quelques semaines sur Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie encore de votre fidélité et à bientôt.